Bonjour à tous, bienvenue sur ce 16e exercice de Python. Ce sera d'ailleurs le dernier exercice avec correction de la playlist, puisque la dernière vidéo de la playlist, comme pour les autres playlists d'exercices, sera un exercice dit ouvert, c'est-à-dire je vous proposerai un sujet avec quelque chose d'un peu plus conséquent, un peu comme un mini-projet, et ensuite vous pourrez comme ça être libre de le faire selon l'énoncé qu'a pu donner, en tout cas les indications, ou voire même l'améliorer, mais il n'y a pas de correction qui est fournie. Donc là, nous serons sur le dernier exercice corrigé de cette playlist, et ça va faire le tour, finalement un résumé un petit peu de tout ce que vous avez vu, même si comme vous le voyez, ça va porter principalement sur Pygame, donc ce qu'on a vu sur le dernier chapitre, mais ça fera bien évidemment appel à tout ce que vous avez pu apprendre sur les structures de données, utilisation de listes, de dictionnaires, manipulation dans les boucles, etc. Donc bien comprendre un petit peu tout ce que vous avez vu au niveau de la programmation en Python, et ça va être l'occasion, via cet exercice, de voir si vous avez bien compris, bien assimilé les différentes notions, et si, dans le cas contraire, si vous avez des lacunes, de pouvoir revenir sur les vidéos du cours sur lesquelles vous avez le plus de problèmes pour pouvoir justement parvenir à comprendre un petit peu tout ça. Passons à l'énoncé. Pour cet exercice, comme je vous le disais, révision de Pygame principalement, ça va porter là-dessus, donc il faut avoir vu toutes les vidéos bien sûr du cours, de toute façon de la playlist, ça va de soi, puisque le dernier chapitre porte sur Pygame, et ce que vous allez être amené à faire concerne un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur toutes les vidéos de Pygame qui sont dans la playlist du cours, donc tout cela va vous servir. Vous allez programmer un piano virtuel, rien que ça. Le piano sera composé de 15 notes, vous pourrez faire plus, mais si vous avez compris le principe avec 15, vous l'aurez compris pour n'importe quel autre, où chaque son est fourni dans l'archive qui est dans la description de la vidéo. Vous avez donc des fichiers de son qui sont fournis, donc les 15 notes en question, qui sont numérotées de N01, et c'est du format OGG jusqu'à N15, pour avoir comme ça les 15 notes. Vous n'avez pas besoin de chercher les sons vous-même, vous pourrez directement récupérer ceux dans l'archive en description de la vidéo. Les 15 notes du piano, elles vont être jouables directement avec les touches du clavier. C'est-à-dire que les 10 premières notes vont être jouables de A à P, d'accord, A, Z, donc A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, et ensuite les 5 dernières avec H, J, K, L, M. Donc ça, si après vous voulez tester avec deux mains, là, ce sera plus pratique d'avoir cette disposition-là. Mais si on veut, on pourra faire en sorte au niveau du programme de pouvoir paramétrer même ça autrement. Mais nous, pour le bien de l'exercice, on va rester sur cette configuration-là, en tout cas au départ. Donc par exemple, la touche A de votre clavier devra déclencher le son numéro 1, tout simplement. La touche, d'ailleurs j'ai mis P, mais non c'est Z, pardon. Voilà, Z déclenchera le son numéro 2, le E va déclencher le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ensuite 11, 12, 13, 14, M qui déclenchera le son N15, toujours au format OGG. Les indications que je vous donne sont très simples, mais les indications en elles-mêmes sont simples, mais il va falloir réfléchir. Je vous dis, on est sur le dernier exercice corrigé de la playlist. Bien évidemment, ça va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, peut-être un peu de recherche aussi. Donc il est sûr que même si vous vous sentez à l'aise avec Python, il y a des chances que ça vous pose quelques difficultés sur certains points. Un son, il est joué jusqu'au bout tant qu'une touche reste appuyée. C'est-à-dire que vous avez des fichiers sonores qui produisent des sons de touches de piano. Si la personne appuie sur une des touches du clavier, donc parmi celles qu'on a indiquées ici, tant qu'on reste appuyé sur cette touche, le son produit par le fichier audio se fait du début à la fin. Il n'est pas répété, il se fait juste une seule fois, une unique fois, mais il se fait jusqu'au bout. En revanche, si la touche en question est relâchée, le son il est stoppé, et c'est pas obligatoire, mais moi de toute façon dans la correction c'est ce que je ferai. Vous pouvez le faire avec un fondu, d'accord? Ce qu'on appelle en anglais le fade out, un fondu en sortie, en l'occurrence ici, qui fait que plutôt que d'avoir le son qui se coupe d'un coup, donc c'est-à-dire les fichiers audio finalement qui s'arrêtent tout de suite, on a un petit fondu où le son en fait se réduit jusqu'à arriver à zéro, ce qui rend ça un petit peu plus sympathique, surtout quand on veut faire un piano virtuel. Attention, plusieurs notes doivent pouvoir être jouées en même temps. Voilà, donc pensez notamment aux canaux audio que vous allez pouvoir utiliser avec Pygame. Donc il va falloir regarder un petit peu au niveau de la documentation, parce qu'on n'a pas spécifiquement vu les canaux audio sur le cours, on en a parlé brièvement, mais je ne vous ai pas montré du code tel quel. Donc vous n'allez pas pouvoir reprendre des vidéos du cours et copier-coller du code que vous avez pu trouver dans les playlists du cours pour faire l'exercice. Il va falloir chercher un petit peu aussi, mais encore une fois, avec tout ce que vous avez vu dans le cours, vous êtes largement capable de faire ce exercice. S'il était impossible, ça n'aurait aucun sens. Donc vous avez largement tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances pour pouvoir faire cet exercice-là. Justement, je vous l'ai indiqué, pensez à la documentation, effectuez un peu de recherche car vous en aurez probablement besoin et je vous ai quand même donné une petite indication pour pas non plus que vous soyez complètement bloqué, pour ceux en tout cas qui pourraient l'être.
de regarder du côté notamment de la classe Channel, qui vous servira pour gérer les différents canaux, puisqu'on va manipuler du son, qui appartient donc au sous-module mixeur de Pygame. Donc vous pourrez aller voir un petit peu plus pour ça. Ici, alors c'est plus un bonus, si vous le faites dès le début, oui. Moi je sais qu'au niveau de la correction, pareil, je vais quand même le faire un minimum, pas forcément complètement, mais bon, et déjà écrire votre code correctement, c'est-à-dire commencer à travailler avec une ou des classes, de ne pas forcément tout faire dans un fichier, ou en tout cas en dehors d'une classe, on peut faire ça proprement, donc vous pouvez voir à organiser un petit peu votre code correctement, on est sur le dernier exercice, donc on peut faire ça. Mais vous pourrez, pour ceux qui voudraient aller plus loin, ou en tout cas qui veulent se rajouter un petit peu plus de difficulté, eh bien écrire un code évolutif, c'est-à-dire de faire en sorte, si possible, que votre code soit le plus paramétrable possible, qu'on puisse à tout moment changer certains paramètres. Par exemple, si je me retrouvais avec un piano à 32 touches, alors certes il faudrait rajouter des sons ici, qu'il faudrait ajouter pour en avoir une 32, mais si on ajoute les ressources ici audio, et bien de se dire qu'en changeant quelques paramètres, donc sans avoir à réécrire tout le programme, sinon ce serait un petit peu dommage, et bien on puisse automatiquement obtenir un piano virtuel de 32 touches. Et la même chose pour 88 touches, peu importe, on devrait pouvoir comme ça adapter, à condition bien sûr d'apporter les ressources pour produire les sons, parce que ça, je vous demande pas de programmer non plus les sons avec les fréquences, je vous fournis quand même les fichiers audio, qu'on n'ait pas faire jusque-là, parce que ça pourrait être là pour le coup un projet complet, s'il fallait en plus travailler avec des fréquences ou autres. Il y a des modules d'ailleurs pour faire ça, mais c'est pas le but en tout cas ici de cet exercice. Là vous allez travailler vraiment sur Pygame. Ça vous fait réfléchir un petit peu concernant le son, parce que c'est pas forcément un sujet évident, une thématique évidente. Vous pourrez penser qu'il suffit juste de jouer des fichiers audio et puis terminer. Je pense qu'en faisant l'exercice, vous allez vite vous rendre compte un petit peu des difficultés que vous allez rencontrer et des petits problèmes qu'il peut y avoir au niveau du son. Notamment le fait de devoir gérer plusieurs notes à la fois. Le fait aussi de gérer un petit peu le fait que des notes peuvent être jouées en parallèle. Et aussi que tout fonctionne au niveau du fait de maintenir les touches ou de pouvoir les relâcher. Il faut que ce soit joli, c'est-à-dire que si à la fin, quand on appuie sur plusieurs touches, ça fait des choses bizarres, ou ça bug, ou alors ça fait planter le programme, évidemment ça va pas. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça. C'est pour ça que je vous ai quand même un petit peu aiguillé pour vous donner quelques points de recherche, si vraiment vous êtes bloqué pour la suite. Je vous laisse avec tout ça. Encore une fois, essayez d'être le plus méthodique possible, de travailler de manière modulaire, de faire plusieurs fichiers si nécessaire, d'essayer de rendre le tout le plus paramétrable possible, le plus modulaire possible pour que ce soit évolutif. Si vous voulez prévoir en amont, pas de vous dire on a 15 notes et puis c'est tout. Et après vous verrez comme ça un petit peu avec ce que vous avez fait et moi on va dire l'exemple de correction que je vais vous proposer pour la suite. Bon courage et bon codage. Nous voici sur la correction de cet exercice, le dernier exercice d'ailleurs qui aura une correction sur cette playlist Python. Et on a comme ça eu l'occasion de faire un peu le tour, c'est vraiment le point final à l'ensemble des notions que vous avez pu voir au niveau du cours. Donc ici, on va mettre en place tout ce qu'il nous faut. Donc ça va être très simple, on va faire déjà un démarrage au niveau du programme. On va par exemple faire dire que si le programme démarre ici, c'est pas obligatoire, mais on va faire ça proprement. On va lancer notre clavier, qui sera une instance, et ensuite on n'aura plus qu'à exécuter le tout. Voilà, et ceci. Et la correction est terminée. Évidemment non, mais en tout cas on va partir sur ce point de départ pour le fichier principal, pour lancer un petit peu tout ça. Donc on va écrire autre chose, voilà, ça c'est simplement pour avoir un module, je vais faire une classe qui s'appellera Keyboard, qui sera le piano virtuel, et on va ensuite comme ça pouvoir écrire différentes méthodes pour organiser un petit peu tout ça, que ce soit plus pratique. Alors encore une fois, vous aurez peut-être fait autrement, bon si vous n'êtes pas trop embêté à faire ça de manière modulaire, parce que je vous obligeais pas en soi, ça faisait partie un petit peu de cette partie, mais bon, considérant qu'à ce stade, normalement une fois que vous avez fait tout le cours, bon vous avez largement possibilité de le faire, donc c'est bien de prendre ces bonnes habitudes aussi. Donc certains auront peut-être tout écrit dans un seul fichier, d'autres auront fait plusieurs fichiers donc avec différents modules et sous-modules, d'autres auront fait une classe ou plusieurs classes, gérer tout ça. Bon, on va être dans un entre-deux, on va pas tout faire dans un seul fichier, on va pas non plus faire un projet complet, c'est pas un projet de toute façon, c'est un petit exercice, mais on va quand même essayer de faire ça proprement, et surtout de prévoir un minimum, pas forcément tous les cas de figure, mais un minimum quand même pour que tout soit paramétrable, et qu'on puisse à tout moment faire évoluer en fait ce piano virtuel pour passer sur d'autres configurations et que ce soit pas forcément statique et limité à 15 notes par exemple et qu'on puisse pas penser à l'évoluer sans devoir tout réécrire. Ici, je vais déjà préparer mes fichiers, donc on va faire le module principal finalement qui sera l'application en elle-même.
c'est le piano virtuel. Et comme j'aime bien le faire généralement, parce qu'on est sur un petit programme, un fichier de configuration, justement, qui va être un peu le point central pour gérer tout. Dès qu'on aura un élément, et vous, pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que j'aime bien avoir ces habitudes-là, plutôt que d'avoir des informations qui sont écrites de manière brute dans un code, si c'est quelque chose, par exemple une couleur, des dimensions pour une fenêtre, ce genre de choses, c'est bien d'avoir ça en des configurations. Alors, si on voulait aller encore plus loin, on pourrait même faire en sorte de pouvoir modifier ces options graphiquement, c'est-à-dire comme dans un jeu vidéo, on aurait une section options où on pourrait tout régler directement depuis l'application. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des paramètres ici sous forme de constantes, donc des variables, et après, si on veut modifier ces éléments, on pourra le faire ici dans les configurations, dans tous les paramètres, et ça pourra bien sûr ensuite se répercuter sur notre programme. On va se contenter de ça, en tout cas moi, dans la correction que je vous propose, je vais me contenter de ces différents éléments-là. Normalement, vous avez récupéré l'archive dans la description de la vidéo. Vous aviez donc ce dossier Keynotes qui contient différents sons, comme je disais, de N01 à N15. Alors, attention, le son sera peut-être un petit peu fort, parce que selon comment je fais mes petits réglages. Normalement, j'avais réglé sur le logiciel d'enregistrement. Tout de suite. Là, ça peut être plus ou moins fort. Donc, on a les différents sons comme ça, de la première note à la 15e qui se suit. D'accord, c'est les notes blanches, tout simplement. Donc, on a toute cette partie-là. Ok, une fois qu'on a ça, on a notre programme, enfin nos fichiers pour le programme, on a nos ressources, on n'a plus qu'à travailler là-dessus, mais avec bien sûr différentes parties. Ce qu'il va nous falloir, alors ici on n'a rien à toucher, normalement j'ai écrit le minimum, ce que j'ai dit en amont, on exécute le programme par ce fichier-là, on importe le module keyboard qui contient une classe keyboard, et celle-ci va contenir une méthode run qui va être un petit peu la méthode centrale, qui va faire ensuite l'appel à toutes les différentes méthodes pour en fait être notre boucle principale, c'est-à-dire la fameuse boucle infinie qui fait tourner l'application jusqu'à ce qu'on quitte cette dernière via la croix notamment de la fenêtre. On peut passer ici et on va directement noter pour les paramètres. On importe tout aussi, ce qu'on va servir de ces derniers. On va avoir besoin de Pygame et on aura besoin, puisqu'on va quitter une programme, du module système. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir aussi. Et on a tout ici. On va écrire notre classe keyboard et on va essayer de construire le code au fur et à mesure, d'accord, dans cette correction, pour vous expliquer pas à pas et de voir après si on peut faire évoluer certaines parties ou alors si je fais en amont. Donc bien sûr, alors souvent, encore une fois, je le dis toujours, il n'y a rien de magique. Quand on a l'habitude de programmer ou quand on a certaines habitudes avec certaines thématiques, on chope certains automatismes, donc on comprend certaines choses plus vite ou alors en tout cas on les prévoit en amont, d'accord, en avance. Et sinon, quand on ne connaît pas les thématiques ou quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience, on va écrire un premier code et puis après on va revenir dessus, on va ajouter des améliorations, certaines choses. Donc, bien évidemment, c'est normal. Voilà, si vous vous dites tiens, moi j'arrive pas à trop penser à ça tout de suite dès maintenant, j'y pense qu'après, c'est logique. Voilà, dans beaucoup de projets aussi, moi quand je développe, je pense pas à tout du premier coup et c'est souvent qu'après coup je me dis mince, en fait ça je pourrais me faire ça plutôt à la place ou changer telle partie, c'est normal. Là, j'ai déjà fait ce genre de projet-là, c'est pas quelque chose pour moi qui est nouveau de travailler avec du son. Donc forcément, j'ai déjà pas mal de choses en tête et une idée un petit peu de comment représenter les choses. Ça va de soi. On y va, on va pouvoir écrire ça. Alors, je vais déjà l'écrire parce que de toute façon, elle est dans l'autre code. Je fais ceci et ce qui va permettre d'instancier, puisqu'on va garder l'habitude de se dire on instancie différents éléments. Donc on le fera dans la méthode init. Tout simplement, on fera ça là-dedans. Et ensuite, ça appellera comme ça notre méthode principale et on aura nos différents éléments. Ok, on va construire tout ce qu'il nous faut. Première chose à voir, c'est notre fenêtre. On veut une fenêtre Pygame, donc on peut se contenter de ça. Pour le moment, on n'a vraiment pas grand chose. On peut écrire ce code-là, et ensuite on verra, on mettra la boucle d'événements pour la suite ici. On mettra tout en place. On va construire vraiment l'application par les choses, on va dire, liées à la fenêtre, l'affichage graphique, et ensuite construire vraiment la mécanique. Donc ici, c'est un piano virtuel, donc gérer ça. Et ensuite, le rendu de ce piano dans notre fenêtre. Et on fera comme ça, petit à petit, petit à petit. Alors, ici, pour l'initialisation, on va préparer les différentes informations. On va déjà initialiser Pygame. On va le faire ici. Vous voyez que moi, j'ai pas choisi, par exemple, que ça hérite d'une classe de Pygame ou un module ou sous-module. D'accord ? Parce que ça va être suffisamment pratique comme ça. Et ce sera peut-être même moins embêtant en certains cas. Donc, c'est juste une classe keyboard. Et ensuite, j'écris mon programme là-dedans. Encore une fois, c'est un exercice. Il n'y a pas énormément de code. Ça va être, je pense qu'il y aura peut-être une centaine de lignes de code à tout casser. Si on compte pas la configuration. Bon, je m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à écrire non plus. Ça reste quand même un petit programme, parce que le but c'est son exercice, c'est pas un projet non plus. Ok, on va faire ça. Il nous faut notre écran.
je vais faire un attribut de la classe, qu'on travaille dans une classe, donc autant faire ça de cette manière. Alors, donc là on va réfléchir au fur et à mesure, bon ça on connaît maintenant, on a l'habitude, ok. Là il nous faut un NuPlay pour les dimensions qu'on passe, donc ces informations là, vous voyez, ce sont des informations brutes, je ne vais pas genre noter mes informations là et puis ensuite quelque chose comme ça. Je veux pouvoir paramétrer ensuite un autre affichage si par exemple plus tard je veux afficher un piano plus grand ou avec plus de touches, donc ce sont des informations que je veux pouvoir avoir en configuration, et donc je vais passer par des constantes, on va dire, de configuration. Donc elles n'existent pas encore, on va faire comme si c'était le cas. Il y aura une pour la largeur de l'écran, une pour la hauteur, et on n'a plus qu'à placer ça ensuite dans la configuration. Donc là, paramètres d'affichage, on va mettre comme ça nos différents paramètres. On va mettre genre 840. Alors oui, ce que j'avais pas, parce que des fois, ce qu'il y en a c'est GHT, l'autre c'est DTH, donc faut pas se tromper dans l'ordre non plus. On va mettre genre 400, on verra si on corrige par la suite, mais je sens que ça ira bien. Parce que ça va être forcément plus long que haut, parce que ça représente un piano virtuel. Et ensuite, on va rester là-dessus. Ça c'est pour ça. Il nous faut maintenant le titre. Toujours sur display. Pareil, si à un moment donné je veux changer le titre de ma fenêtre, bon, est-ce que c'est utile, pas utile, on peut faire en fonction. Moi je vais dire que j'aime bien pour que ça puisse être changé à tout moment, si on veut par exemple afficher la version du piano virtuel, pourquoi pas, ou le nombre de touches, quoi que ce soit. Hop, c'est une information qu'on change. Genre par exemple là, 15 touches, ou même du piano virtuel, on va pas s'embêter non plus. Vous avez compris le principe en tout cas ici. Ok, on a différents paramètres ici. Alors ça c'est bon, on a les dimensions, on a ensuite le titre de notre fenêtre. Ensuite bien sûr il faudra pouvoir faire le rendu, donc ça on peut déjà préparer un certain ensemble d'éléments plutôt. Donc ce que je vais faire ici, running, pour faire notre boucle, et on va la faire dans run puisque c'est le but, hein, c'est que ce soit lancé ici. Et ensuite on pourra comme ça traiter toute la boucle principale au niveau de notre programme. Donc là on va avoir running, tant que le programme est en route, est en cours d'exécution. Alors on traite différentes choses, notamment les différents événements. Donc on peut voir un petit peu avec ce qu'on fait. Et là on va commencer à gérer la boucle d'événements, donc classique. D'accord, donc for events in pygameEvent.get. Donc là il n'y a rien de nouveau par rapport au cours. Enfin là pour le moment de toute façon là c'est du copier-coller de cours. Hein. À part comme là on a fait ça dans une classe et pas en dehors comme j'ai pu vous montrer justement dans le cours. Mais c'est du copier-coller. Hein. Il n'y a rien de... Là si vous avez suivi le cours, normalement il n'y a aucun problème pour la suite. On met ça, il nous faut ensuite donc capturer différents événements, et nous on en veut finalement 3, si on réfléchit un petit peu à ce qu'on a. On a bon l'événement où on quitte le programme, donc ça on va faire ça proprement. On a ensuite, si on se base par rapport à l'énoncé, le fait de gérer les appuis sur une touche, et le fait aussi de gérer l'appui prolongé, et ensuite le relâchement d'une touche. Donc key down, key up, et ensuite gérer le fait que l'on quitte le programme, donc ça c'est pas nouveau, donc on peut gérer comme ça ces 3 types d'événements. Donc là, on va voir, même pas besoin de commentaires de toute façon. Pas grand chose non plus. Si nous avons un élément kit pour Pygame, dans ce cas là on passe notre booléen à faux. On va même arrêter Pygame tant qu'à faire, voilà, pas obligatoire mais on peut le faire, ça va pas de mal de toute façon de le mettre en trop que de ne pas le mettre. Et on quitte l'application avec un 6, d'où le module, un petit exit, et voilà. Comme ça on a vraiment le minimum qu'il nous faut ici. On gérera les autres cas bien sûr pour la suite, c'est-à-dire d'avoir, alors non pas un for, mais je reviens ici, hop, un elif, je vais les coller, ce sera un peu plus easy, c'est pour ça que j'aime moins Python que d'autres langages, parce que moi je préfère les langages à accolade hein, pour la présentation du code. J'ai toujours eu plus de mal avec les langages où tout est collé comme ça, mais il faut faire avec, c'est la syntaxe du langage. Donc ensuite, on a un appui sur une touche, prolongé ou pas d'ailleurs. Ok, donc on laisse ça. Et sinon, si on faut qu'on gère aussi le type où on a un relâchement de touche. Et ça on l'écrira plus tard parce que pour le moment, on va pas aller trop vite. Déjà qu'on va voir qu'on a bien la fenêtre qui se charge, qu'on n'ait pas de problème par rapport à ça.
et que tout soit géré. Et on n'oublie pas bien sûr de mettre à jour à chaque fois l'affichage. Update ou flip, l'un ou l'autre. Il y a l'un qui est l'alias de l'autre, donc c'est la même méthode qui est appelée. Et voilà. Je pourrais mettre quand même un fond, parce que histoire de pas avoir une fenêtre, quoique par défaut ça va être en noir je crois, donc ouais, Pygame c'est noir, par défaut c'est pas blanc, donc on va gérer comme ça. On mettra une couleur quand même, hein, même si on va pas faire une vraie représentation d'un piano graphiquement. Après si vous êtes amusé à le faire, bah écoutez, tant mieux, hein. Encore une fois, je vais jamais vous reprocher d'en faire plus, tant que ça vous fait travailler le langage, c'est très bien. Donc nous on a cette partie, donc je rappelle ici, on instancie keyboard pour initialiser tout ce qui a initialisé éventuellement. Ensuite, on démarre. Donc là, on a initialisé quoi? L'écran avec les dimensions, le titre. Ensuite, le fait de démarrer, considérez en fait qu'on démarre l'exécution. Ensuite, avec run, on démarre la boucle principale, donc la boucle d'événements. On a de quoi quitter le programme si on ferme la fenêtre. Et ces deux cas pour le moment qui ne sont pas gérés, on met bien à jour l'affichage. Donc normalement, on devrait être pas trop mal déjà avec cette partie. On teste. On va tester déjà avec ce qu'on a ici. Voir ce qu'on a. Piano virtuel, donc c'est bien noir ici sur le fond, on changera peut-être parce que si je fais un piano, on va faire genre des touches blanches, on leur fera une petite bordure noire pour que ça ressorte un petit peu, et donc on fera peut-être un fond gris ou autre. On va pas faire un fond bleu rose, hein, on va pas partir dans des trucs bisounours, mais on fera peut-être un fond gris. Donc d'ailleurs je peux même le mettre maintenant qu'on a fait cette partie. Donc des couleurs, paramètres d'affichage, on va mettre gray. Alors je vais pas partir sur, encore une fois, sur des choses très compliquées, comme c'est généralement NUplay pour RGB. On va mettre à 50, ce sera très bien, et on va compléter. Voilà, ici, on va changer ça là dans la boucle principale, on va le mettre directement là. Ici, en fait. Hein. Donc on a cette partie, avant la vérification des événements, hein, tout simplement. On va aller faire screen.fill, et comme ça, on remplit ici. L'avantage, c'est qu'à tout moment, si finalement le gris ne me plaît plus, que je veux changer, bon, il faudrait un autre non-cercle normalement. Il faudrait plus que je fasse d'ailleurs. Background color. Voilà, ce sera plus explicite si je compte le changer. On fait ça. Comme ça, si je veux changer de couleur ici, je change les valeurs et vous voyez que ça va se répercuter. Ça changera tout au niveau du piano virtuel. Donc plus pratique. Donc vous remarquez jusqu'à présent, je n'ai pas de valeur brute. Voilà, si vraiment je le fais, c'est que c'est volontaire, que c'est voulu. Mais au maximum, si je veux pouvoir avoir des paramètres derrière, tout passe par des informations de configuration. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre tout ici. Et après, on a vraiment accès aux infos qu'on veut, donc c'est quand même plus pratique. Ok. D'ailleurs, on peut tester, puisqu'on a fait ça. Vous voyez, ça a bien pris en compte, donc c'est tout bon. Très bien. On a déjà avancé. Bon là, rien de nouveau. Là, vraiment, pour le moment, ça fait pas de référence au son ou quoi que ce soit, manipulation ou quoi que ce soit. On est sur des choses très simples. Ok. Il va falloir qu'on fasse la préparation des touches. Ensuite, il faudra qu'on puisse dessiner ces touches. Donc on va faire ça sous forme rectangulaire. Hein. Moi, je vais rester sur quelque chose de très simple, je vais pas m'embêter. Et après, il faudra charger les différents fichiers de son. Donc directement. Comme ça, j'aurai une liste. Hein. Moi, je vais choisir une liste. Ça pourrait être autre chose, mais là, une liste, je pense, ça ira très très bien. Pour récupérer bien les différents sons qu'on va charger. Donc avec notamment certains modules pour ça. Donc on va travailler principalement avec Sound, avec l'outil Sound de Pygame. On fera un petit tour à la documentation, je vous montrerai de temps en temps. C'est vrai que c'est pas mal quand même de suivre un petit peu avec ça aussi. Alors, on va passer ici, on va pas aller trop vite, parce qu'il nous faut différents éléments. Alors on a différents éléments ici qu'on va préparer, donc ça on verra par rapport à la suite. Je vais laisser ça pour le moment. Je vais par contre faire appel à certaines initialisations ici dans d'autres méthodes. C'est-à-dire par exemple avoir une méthode pour initialiser les touches, pas encore les dessiner, vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas les deux en un, parce que je veux répéter moi le fait de faire le rendu des touches, mais j'ai évidemment pas envie de répéter dans ma boucle ici le fait de préparer en fait les rectangles avec les bonnes couleurs, etc. pour mes touches de clavier. Sinon on va devoir répéter ces opérations tout le temps, que ça sert à rien. On le fait une fois. Par contre, ce qu'on répète, c'est le fait de dessiner, effectivement, d'effectuer le rendu, où là je vais vouloir que ça se répète. Donc je vais avoir ici, puisqu'on est dans la méthode init, donc ça suit, je vais avoir une méthode pour initialiser les clés, donc j'entends les touches du clavier, donc du piano virtuel. Ça va faire que il y a plutôt de touches, parler de piano virtuel que de clavier, parce qu'on va penser le clavier PC, ça va induire en erreur. Et ensuite, de quoi charger les sons. Donc on va appeler ça load, key, sounds, et voilà. Nos deux méthodes.
load. Et on va voir cette partie. Normalement, ça, on n'aura pas grand chose à rajouter, peut-être d'autres éléments à initialiser, puisque comme je vais avoir besoin d'une liste pour les sons, etc., on initialisera ça ici, puisque c'est à ça que ça sert, au moment où on instancie directement, qu'on fait une instancie, donc un objet de notre classe. On le fera à ce moment-là, pour tout préparer en fait pour la suite. Et d'ailleurs, c'est pas on le fera, ça on va le faire, parce qu'on va commencer justement par une initialisation ici, et on va le faire sur un certain nombre de touches, puisqu'on a dit qu'on voulait ici un piano composé de 15 notes. Ça c'est pareil, si je veux prévoir par la suite quelque chose d'évolutif, même si encore une fois je vous dis il faudra aussi prévoir avec ça les ressources, mais ça on peut pas les inventer parce qu'on les programme pas, ce sont des ressources externes, mais on va quand même avoir cette information qui est bien, le nombre d'éléments qu'il nous faut pour la suite. Donc là, ici je vais mettre paramètres du piano, de toute façon pas grand chose, keys, je vais mettre 15, parce que c'est ce qui correspond à l'énoncé, et ça va servir de constante aussi. Ici, pour chaque élément, on va, si vous voulez, faire une liste de tous les rectangles qui vont représenter toutes les touches. Comme je l'ai dit, on mettra ça dans une liste qui va appartenir à notre instance ici. Donc je vais déjà préparer ça, on va mettre là. On va faire pour toutes nos touches en fait, il faut qu'on ait vraiment tout. Je vais mettre white keys puisque ce sont que des notes blanches en l'occurrence. Et on va préparer ça comme ça. Et je l'écris déjà maintenant parce que j'avais écrit la méthode ici. On va avoir besoin bien sûr des sons. Donc une liste de tous les sons qui va être enregistrée aussi. Et vous allez voir que ça va être quand même bien plus pratique de manipuler ça. On n'a pas besoin de charger plein de ressources tout le temps. Si on charge les différentes notes d'un coup. Et après on n'aura plus qu'à jouer les sons au fur et à mesure. Donc on aura comme ça tous nos éléments. Ça va être quand même beaucoup plus pratique. Ok, normalement je pense qu'on a tous les éléments. On a ça, je reprends le copier-coller de ça. Pour l'initialisation, ici, on va utiliser, et on l'a vu suffisamment, il est là, c'est rect, qui va nous servir comme ça pour dessiner. Vous voyez qu'on a différentes parties, pour représenter en fait les différentes touches du piano. Ça fera très bien l'affaire ici. Petite boucle. Donc jusqu'au nombre qu'il nous faut, sans que ça va partir de 0, mais on aura comme ça le bon nombre. Il nous faut une position, parce que comme d'habitude, pour rect, il nous faut les différentes positions pour le placement. Donc ici, il me faut position en X. Ça va dépendre de I fois. Et il faut ensuite qu'on puisse représenter les dimensions des différentes touches de notre clavier. Donc là, on va être sur de l'affichage. Alors ça, clairement, c'est ça, oui, affichage, on va pas le mettre là au niveau piano virtuel, parce que c'est propre à l'affichage en lui-même. Donc on va le mettre ici. Et on va faire white key width. On va avoir la même chose pour white key height pour la hauteur. Ça représentera les deux. Ici, on va se baser sur ça. Pareil, j'essaie de rendre ça le plus modulaire possible. Et on va diviser par le nombre de clés. Voilà. Donc le nombre de touches, pardon, il faut faire attention à ce que je dis. Sinon, ça risque d'être confus pour vous. Et ici, on va mettre 200. De toute façon, j'ai mis une hauteur de 400, donc ça ira bien. Pareil, on pourrait adapter, on pourrait faire un calcul de se dire, bon bah en fait, ça fait, je sais pas, moitié moins que ça, moitié, voilà. On pourrait très bien s'arranger pour faire en sorte que peu importe les dimensions qu'on a là, en fait, tout ensuite est calculé en fonction des dimensions de la fenêtre. Et d'ailleurs, je vais pas forcément dire ça, on va le faire là-dessus. Après tout, on peut faire ça comme ça. Ok. Comme ça au moins c'est le plus modifiable possible, configurable. On a ces éléments, donc il nous faut ceci pour que la bonne position soit obtenue. Donc il nous faut la largeur de chaque touche du piano virtuel et non pas du clavier PC. Et ensuite, on n'a plus qu'à placer les éléments. Donc ça va être dans white keys. On ajoute à la liste et on va directement ajouter un rectangle. Donc pygame.rect. Je l'écris sur une même ligne parce qu'il n'y a pas grand chose non plus. On a la position en X, position Y, on va le mettre genre à 50. On va décaler, parce que de toute façon, il y a combien? Il y a normalement 400, 200, donc c'est bon. On va mettre à 50. Ce sera pas non plus tout à fait aligné peut-être, mais c'est pas grave. Et ensuite, les différentes informations. Donc, à nouveau, la largeur et la hauteur pour chaque rectangle. Okay, donc, autant qu'il y a de touches à faire, on va créer autant de rectangles que l'on va directement ajouter à une liste des touches
de notre clavier virtuel, donc de notre piano virtuel. Comme ça, tout devrait être positionné ensuite par rapport à ce qu'on a. Ça, c'est vraiment juste pour cette partie, d'accord? Juste pour ce qu'on a ici. Donc vraiment pas plus. Ici, il faut qu'à un moment donné, je puisse l'afficher. Moi, j'aimerais avoir le rendu. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence à s'occuper du son, ce serait bien qu'on ait tout l'affichage de notre application. Et après, on s'occupera vraiment de pouvoir jouer avec les événements, etc. Donc, il nous faut de quoi faire le rendu. Comme je vous ai dit, ça, je ne l'ai pas mis dans le rendu, parce que j'ai pas envie de le répéter à chaque fois. Encore une fois, ça, on doit le faire qu'une seule et unique fois, ce calcul. On ne doit pas le refaire à chaque fois. Donc, c'est fait une fois, c'est bon, c'est initialisé, parce que vous avez vu, c'est pour remplir une liste, comme on va le faire pour les sons. Par contre, ce que je vais devoir répéter ici, c'est le fait de dessiner mes touches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple ici, juste après avoir fait le fond de mon rendu, c'est d'avoir une méthode qui va permettre effectivement de dessiner les touches de mon clavier. Donc je vais avoir besoin de cette méthode, quelque part, Draw Keys, et qui effectivement va faire le rendu qu'il nous faut. Donc là, on va avoir quand même cette importance ici pour la suite. Pour cette partie, on va faire une boucle. Il nous faut I, il nous faut quelque chose qui va représenter une clé, et on va faire une énumération sur les clés qu'on a mis dans la liste White Keys, tout simplement. À partir de là, alors c'est pareil, vous voyez que dans ma correction, je propose une solution. Vous avez peut-être fait des touches autrement, vous avez peut-être fait un rendu autrement, et il n'y a pas de problème. Voilà. Encore une fois, au niveau de toute façon des indications pour l'exercice, je ne vous disais pas, je vous ai jamais dit, faire des touches de telle dimension, il faut qu'en étant, qu'elles soient placées comme ça, je vous ai laissé libre. Le but, moi, vraiment, c'est comme d'habitude, travailler les notions. C'est-à-dire peu importe ce que vous avez choisi de faire, vous avez dû manipuler des listes ou des dictionnaires, ou faire des énumérations, travailler avec des chaînes de caractères ou que sais-je, donc manipuler des choses. Vous allez sûrement utiliser rectangle, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour représenter des touches d'un piano que d'utiliser une forme rectangulaire? Ça semble logique. Donc c'est ça le plus important. Après, vous êtes vraiment libre de faire le rendu que vous voulez, tant que ça suit ça et tant qu'à la fin on peut vraiment jouer avec son clavier. Les notes du piano virtuel, c'est quand même le principal intérêt de cet exercice-là pour terminer cette playlist d'exercices. Donc ici, on n'a plus qu'à dessiner. Révision de dessiner sur une surface, donc rect, directement. On va dessiner sur notre écran dans une couleur. Donc là, j'ai dit, moi je voulais avoir des touches blanches avec une petite bordure noire. Donc on va faire déjà. Donc là, je vais pas mettre genre couleur des touches, parce que je veux pas faire des touches rouges ou autres. Donc je vais juste choisir une constante white color qu'on va créer. Et je place ensuite clé. Draw rect. Ici, on veut juste une bordure. Donc self. Screen. On va avoir black. Color. Key. On va faire une petite bordure de 2. Ça ira très bien. Ok, il nous faut ces deux éléments. On avait background color. Bon, ça. Ok. Et ça, c'est le NuPlay avec que des valeurs à 0. Donc pareil, si à un moment donné je veux changer, bon il faudrait changer le nom là, mais là c'est pas fait pour être changé en soi, plus pour dire ça représente la couleur noire pure, il n'y a pas de variante, et ça c'est un blanc avec toutes les valeurs de rouge, bleu, vert qui sont au maximum, c'est-à-dire à 255. Et voilà, comme ça il est dessiné. Donc ça va se répéter à chaque fois, évidemment, parce que n'oubliez pas que le fait d'avoir une animation comme ça, c'est pas quelque chose qui reste par magie, c'est le fait de répéter à l'infini l'affichage. Donc c'est-à-dire qu'à l'infini, ce qu'on fait, on efface à nouveau tout, donc généralement on remplit avec une couleur de fond, pour être sûr, parce que si on le fait pas, ça viendrait se superposer, et à la fin ça ferait pas quelque chose de joli. Donc le fait de faire ça, ça va effacer tout ce qui a pu être dessiné avant, donc ça va tout remettre le fond du rendu en gris, et ensuite ça va redessiner les touches par-dessus. Et ça va faire ce truc à l'infini tout le temps, ce qui donnera l'impression d'avoir quelque chose qui est tout le temps affiché. Alors qu'en fait, on répète à l'infini un rendu qui est fait à chaque itération. Normalement, si j'ai pas oublié, on devrait avoir quelque chose de pas mal au niveau du rendu avec ça. Voilà. Donc écoutez, on peut faire largement mieux. On pourrait mettre même un titre, du texte, faire de jolies choses, des couleurs, je ne sais quoi. Mais pour moi, ça me va très bien, sachant que ça va être joué de toute façon au clavier. Donc on va rester là-dessus. Ça va pas poser de problème. À la rigueur, je peux peut-être réduire un petit peu ici. Mais vraiment, c'est pas vraiment pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire. On peut régler ça comme on veut, il n'y a pas de problème. Ok, on a nos différents paramètres. Normalement, le rendu, on n'y touchera pas. Enfin, je veux dire, au niveau de l'affichage, voilà, ça va être à la fin de l'exercice, on aura ce même affichage. On va rien changer.
Je vous ai pas non plus demandé de faire en sorte que quand on appuie sur une touche, eh bien ça change sa couleur pour montrer qu'on appuie. Ça peut être une évolution, c'est vrai que d'ailleurs j'aurais pu le mettre comme ici, petite chose qui aurait pu être fait par la suite. Donc si vous l'avez fait, bah, tant mieux, hein, ça peut rajouter quelque chose d'encore plus sympa au rendu. Mais c'était vraiment pas une obligation de faire ça. Déjà, si vous avez réussi à faire au niveau du son, le reste après c'est juste du changement d'image. Hein. Vous changez la couleur en fait lors de l'appui sur la bonne touche. Donc vous changez la bonne couleur du rectangle, terminé. Au lieu qu'ici il soit fait, en fait, vous passez par une variable pour la couleur. Et puis avec votre variable, vous refaites votre rendu. Et ici vous passez pas une constante mais la variable. Et donc si ça a changé la couleur parce que la touche est appuyée, hop, vous verrez au rendu la touche se colorer dans la bonne couleur. Et donc de simuler le fait d'avoir appuyé sur celle-ci. Donc vraiment c'est très simple, hein. Une fois que vous aurez fait tout l'exercice, si vous aviez fait ça en plus ou que vous comptez le faire en plus, ce ne sera pas une amélioration qui sera très compliquée à mettre en place. Passons au plus intéressant, pour moi en tout cas, sur le son, puisque c'était quand même la thématique, de faire un piano virtuel, il faut que ça fasse du son, il faut que ça joue, voilà, là il faut que ça swing, donc il va falloir faire quelque chose là-dessus, et on va pouvoir comme ça va passer finalement à la suite et fin pour avoir nos différents éléments. Alors là, forcément, il a fallu faire de la recherche, parce qu'à moins que vous ayez déjà travaillé avec du son, que vous ayez déjà programmé avec du son, pour savoir comment on gère des canaux, comment on gère les choses en parallèle, quand on peut gérer éventuellement des files d'attente, différents canaux parallèles pour pouvoir jouer des sons en même temps et non pas les uns à la suite des autres, sachant qu'au piano, on veut pouvoir faire des harmonies, donc on va pouvoir jouer des notes en même temps, c'est quand même plus joli. Et pour autant, on ne veut pas non plus que les sons s'arrêtent d'un coup si on arrête d'appuyer sur la touche. Bref, on veut que ce soit joli, que ça rentre plutôt bien rendu, et qu'on puisse même, si on avait fait plus de touches, de pouvoir vraiment jouer des vrais morceaux. Voilà. Bon, je sais faire du piano, après je ne promets pas que je ferai quelque chose d'incroyable avec notre piano virtuel, mais on essaiera quand même de faire quelques petits trucs avec, on verra bien. Surtout qu'en 15 notes, bon, on n'ira pas très très loin, mais on doit pouvoir faire quelque chose avec ça, ça devrait le faire. Bien, on va utiliser les canaux pour mettre en place un petit peu tout ce qu'il nous faut. Déjà, il faut qu'on charge les différents sons. Ça, pareil, ça va pas être bien compliqué. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait ici pour initialiser ici les rectangles pour les touches du piano. Mais ici, on va directement charger les différents sons. Alors, il nous faut sound, je l'avais fait, voilà, key sounds, donc ça va aller là-dedans. On va faire i range de number of keys. Donc autant de fois qu'il y a de touches, on charge autant de sons, comme on en a 15. Voilà. Là pareil, vous aurez sûrement fait différemment de moi, puisque moi je vais faire en sorte d'avoir pas avoir à modifier les noms, par exemple qui est ici, que ce soit directement modifiable. Donc si vous savez faire du formatage de texte, ou vous avez été suffisamment loin, notamment avec les tutos que je propose sur la playlist des tutos de Python, vous avez su faire, ou en tout cas vous avez pu vous débrouiller. Si vous avez fait autrement, vous avez même renommé les noms ici. Encore une fois, pareil, je vous disais pas de ne pas le faire, donc c'est vous qui gériez ça comme vous le vouliez. Ok, on va pour le chargement. Préparer chaque note. Donc là, c'était l'usage de sound. Donc sound qui est ici, on va le noter là, parce que je crois qu'il l'est pas, parce que c'est dans mixeur. Je vais le noter là, c'est pas grave. Hop. Voilà, cette classe-là, qui va avoir tout ce qu'il nous faut pour jouer. Il y avait musique aussi, donc peut-être vous avez essayé l'un ou l'autre pour voir. Vous aurez vu ce qui passait bien et ce qui passait moins bien. Mais ici, ça va être pratique, parce qu'on va avoir certaines méthodes qui vont nous servir pour travailler justement avec différents canaux. Notamment, d'ailleurs, tiens, cette méthode getBuzzy, qui je pense va nous servir. On va faire ça. On va charger le son, en tout cas le fichier audio. Moi, je l'ai mis dans Keynote, ici, voilà, dans ce répertoire. Et pour que ça charge en fonction, pour chacun, en se basant donc sur i, puisqu'on va servir de ce petit indice-là pour avoir le nom, et bien on pourra comme ça avoir le numéro. Donc moi c'était n. On va partir avec i plus 1, puisque i commence par 0. Et ensuite, comme moi je l'ai mis sur 2 caractères, on va noter ça en 0,2 d. Donc ça, formatage, vous avez une vidéo tuto sur le formatage de texte en Python, et l'utilisation notamment des f-strings. Vous avez possibilité d'utiliser ce genre de petite notation, de petite syntaxe qui permet de faire des troncatures ou d'indiquer le nombre de caractères qu'on veut, etc. Donc c'est bien pratique. Moi je vais utiliser ça volontiers parce que ça va bien nous faciliter la vie. Et on aura tout ce qu'il faut ici. Alors ça, moi je le sais d'avance puisque c'est moi qui vous ai fourni les fichiers. Les sons en question là sont très forts. C'est-à-dire si vous avez testé sur votre machine, vous avez dû remarquer que le volume était très haut. D'accord ? Parce que ça a été capturé sur un vrai piano, un peu ancien mais un vrai piano.
Donc c'est vrai que les sons sont très forts, peut-être par rapport à la moyenne que vous avez de volume sur votre machine. Donc on va dès le début, on va réduire tout ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser une méthode bien pratique qui est set volume. Celle-ci, qui fonctionne très bien encore une fois voilà, avec sound. Et comme ça on va pouvoir régler entre une valeur de 0.0 ou 1.0 qui est complète. Et je pense que même en mettant 0.1, franchement ça doit être pas mal. Hein. Je le verrai sur mon enregistrement, voir si ça vous casse pas les oreilles surtout avant de jouer. Donc je vais faire le réglage comme ça tout de suite. Keynote set volume. Ici, pareil. Alors là, je vais le mettre en brut parce que ça n'a pas un paramètre que je veux régler ici en tout cas. C'est plus que par rapport au fichier que j'ai, bien que ce soit correct, que ça reste pas un son trop fort. Sinon, ça va être horrible. Donc vraiment, le son est tellement fort, je pense que même en mettant à 0.1, ça ira. Je pense que ça passera encore. Et ensuite, on ajoute à la liste donc les key sounds. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai appelé ça load hein, comme méthode et pas autre chose. Ici c'est init et ici c'est load. Donc load, généralement quand ça charge un fichier, j'ai l'habitude de faire ça. Et je mets init quand on initialise quelque chose, etc. Et là, il nous faut la note, tout simplement. Keynote. Voilà. Comme ça, on a normalement nos méthodes qui sont prêtes ici. On devrait être pas mal. On va continuer de construire un petit peu tout ça pour compléter justement au niveau du son ce qu'on veut gérer. C'est là que ça va être intéressant, notamment au niveau de l'appui sur une touche, de pouvoir jouer un son. Donc je rappelle que le son, il est enregistré quelque part, donc normalement on n'a plus qu'à le jouer, terminé, on a l'événement qui se produit, pas de problème. Le souci, enfin en tout cas qui peut se présenter, et c'est peut-être une difficulté que vous avez eue, c'est de vous dire, alors mince, au niveau de l'énoncé, je vous ai quand même mis une petite difficulté, voulue, mais en même temps, bon, il faut que ce soit jouable au clavier de manière pratique. Bah, c'est que, bon, ok, on a des fichiers qui s'appellent 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, très bien, on aurait pu s'en sortir comme ça, mais là, les touches de clavier, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, et en plus, là, certes, il y en a une partie, après, bon, comme on veut pas non plus passer à QS parce que ça viendrait en dessous de la première ligne sur votre clavier, si vous êtes en tout cas en AZERTY, j'ai préféré décaler pour prendre ces touches-là. Donc forcément, si on essaye de faire quelque chose qui serait croissant, dans tous les cas, ça ne marchera pas parce que l'alphabet, c'est A, B, C, D, E, F, c'est pas A, Z, E, R, T, Y, donc ça va pas du tout. Et en plus, ici, on a un trou entre les deux, donc on ne pourra pas faire grand-chose. Donc il va falloir faire un mappage, configuration, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les jeux aussi, c'est de se dire, on associe une touche à une valeur. Donc nous, ça va être pratique. Comme je vous ai dit que ça doit charger finalement un fichier en particulier, et bien on va charger un autre fichier, d'accord? Donc ça va charger le premier, le deuxième, le troisième, etc. jusqu'au 15e. Mais comme on va travailler avec des structures, vous savez qu'en informatique, généralement, le premier élément commence à l'indice 0, mais ça ne va pas poser de problème. Pour autant, si un jour je veux passer à plus que 15 ou même moins que 15 touches sur mon piano virtuel, ça fait partie d'une configuration, donc voilà, le mappage complètement de ça, on va le faire directement dans les paramètres. Donc on va se créer une constante. Alors je vais faire paramètres des touches, tout simplement. Et on va se faire un dictionnaire qui va contenir un petit peu tout. Ça va être plus pratique un dictionnaire là pour le coup qu'une liste, parce qu'on va avoir un système de clés-valeurs, donc ça va être très bien. Les clés, ça va être quoi? Ça va être des clés Pygame, liées aux touches Pygame. Je vais devoir donc importer d'ailleurs le module ici, qui va nous servir, parce qu'on va utiliser toutes les formes. Alors je ne sais pas si depuis le moteur de recherche on peut les retrouver. Normalement si, on doit pouvoir faire quelque chose. Mais je voudrais juste qu'on retrouve tout. Ils les ont mis là je pense hein, dans la liste. Après des fois il y a des menus déroulants. Est-ce que là on a le type? Moi je voulais qu'on ait qui. On va avoir tout. Voilà, elles sont ici. Voilà, ce nom-là, c'est ça que je cherchais. Vous voyez, ces constantes qui correspondent en fait aux touches qu'on a par rapport à ça. Et bien on va pouvoir associer ce qu'on veut. De se dire par exemple, cette touche, c'est la première, donc liée au premier son qui devrait être joué. Donc ce sera l'indice 0, puisque pour jouer le 1, ce que n'oubliez pas, le dictionnaire, enfin n'importe quel truc en informatique, très souvent on commence à l'indice 0. Donc on va faire ça. Et celui-ci, il aura comme numéro 14. Voilà, ce sera l'indice 14 pour la touche M, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, voilà, M, ici. Donc on va pouvoir faire le mappage directement dans le dictionnaire. Ça va se présenter sous cette forme très simple. Ensemble, donc, paire de clés et valeurs.
Donc on commence, K, A, qu'on associera à la valeur 0. Ensuite, le Z, rappelez-vous, AZERTY, c'est pour ça qu'encore une fois, là, je ne peux pas faire des alphabétiquement croissants, A, B, C, D, E, F. Ça suit un ordre particulier, donc je vais devoir faire tout ça à la main. Donc là, ensuite, alors, je vais le noter pour chacun. Z, E, E, ça va être 2. 3, on a combien? 4 là, donc normalement. C'est vrai que je pourrais faire ça comme ça. Alors, Azer, T, là, faut pas en oublier, parce que sinon, évidemment, on aura des choses qui vont pas. Il faudra que je relise bien après. U, I, ensuite O et P. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir configurer, vraiment. Si à un moment donné, on veut rajouter des touches, rajouter des notes, etc., on pourra le faire. Il faudra juste rechanger ça pour faire l'association entre la touche du clavier et à quel identifiant, quel indice ça correspond. Parce qu'ensuite, on va utiliser cet indice, n'oubliez pas, pour les sons. Moi, j'ai mis les sons dans des listes, enfin dans une liste. Donc l'avantage, le premier, il est à l'indice 0, et donc c'est bien celui qui doit être déclenché par la touche A du clavier. Et c'est comme ça, en fait, j'ai réfléchi au système pour pouvoir charger nos différents sons et pouvoir les jouer directement. On n'a pas besoin comme ça de faire des calculs bizarres ou autres, juste on fait une association à une touche du clavier correspond à un indice, qui est un indice de liste qui contient tous les sons qu'on peut jouer sur notre piano virtuel. Et du coup, c'est complètement modulable, on peut le configurer, on peut le modifier complètement par la suite. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P. Ensuite, on fait la suite, c'est-à-dire H, J, K, L, M. Donc H, J, donc là c'est 10, 11, 12, 13, 14. J'espère que j'en ai pas oublié la moitié. « 11, 12. J'aurais été plus vite sûrement de tout faire ligne par ligne, ensuite de remettre comme ça, mais c'est pas grave. Donc A0, Z1, E2, R3, T4, Y5, U6, I7, O8, P9, H10. Et ensuite J11, K12, L13, M14. Ça m'a l'air ok, j'ai pas oublié à chaque fois clé, les deux points, petit espace, valeur, enfin de la virgule, sauf la dernière, le dictionnaire est bien formaté, donc normalement ça devrait le faire. Maintenant qu'on a ça, forcément ça va nous aider ici. En fonction de la touche qui est appuyée, on va pouvoir faire la différente vérification. Alors déjà, si la clé, donc si la touche appuyée, parce que je rappelle, c'est dans le cas où on appuie sur une touche du clavier, dans ce cas-là, quelle est la touche? Et est-ce que cette touche correspond finalement, ou en tout cas fait partie de la configuration que nous avons? Donc ça fait partie d'une des touches ici, A, Z, E, R, T, Y, etc. jusqu'à M, puisqu'on n'accepte rien d'autre. Ici c'est le cas, on va donc pouvoir jouer cette partie-là. On récupère l'indice, on va le faire dans ce sens-là, on va le faire dans une petite variable intermédiaire, plus lisible, correspond à la clé. Comme l'événement qui est capturé ici, avez-vous au niveau de Pygame, il capture ça précisément, c'est exactement ce que j'ai là, au niveau des clés. Donc bien sûr avec le nom du module en préfixe, mais c'est ça. Donc ça va matcher. Au niveau de la vérification ici, ce sera bon. Donc parfait, on va pouvoir comme ça récupérer le bon élément par rapport à ce qu'on a dans notre dictionnaire. Donc là on récupère, vous voyez, le bon entier dans le dictionnaire qui deviendra donc cet indice. Et l'indice, ensuite vous l'avez compris, c'est par rapport à ce qu'on veut jouer de notre liste de sons qui est ici. Les sons qui sont là. Donc ça je vais le prendre à part directement. Sound, j'ai les petits sons donc c'est pas très coûteux ici par rapport à ce qu'on fait. Self, key sounds et index. Tout simplement. Et maintenant, on n'a plus en soi qu'à lire. C'est-à-dire que normalement, on lit le son et c'est terminé. Donc je vais faire directement, logiquement, donc le son là ici, oui, directement, sound.play. Et on doit pouvoir comme ça, jouer le son qu'on a. Parce que je rappelle que nous récupérons des instances, hein, de sound, puisque c'est ce qu'on nous a fait aussi au début. Vous voyez, chaque fois, nous avons fait des instances de sound,
et ensuite on les a ajoutés à notre liste. Donc on doit normalement pouvoir lire directement ce dernier, et ça ne va pas donc poser de problème. Ok, alors d'ailleurs je vérifie, parce que c'est vrai que sound, ce que play, normalement oui. Hein. Il est où? Sound. On va revenir là-dessus. Voilà. Ce dernier-là, voir s'il se répète ou autre, etc. Bref, on peut changer. J'ai pas mis de façon ici de fondu, parce que le son le gère déjà tout seul. C'est-à-dire que c'est un appui sur une touche qui se prolonge jusqu'à l'arrêt. Mais le son, si vous avez écouté les fichiers audio avant, vous avez remarqué, bon, les sons sont forts, et après, voilà, ça fait un appui, et le son dure jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc le son dure assez longtemps, mine de rien. C'est pas un son qui fait très électronique, ça a été vraiment enregistré sur un vrai piano. Ok, donc cette partie, voyons déjà ce qu'on obtient. Si on fait ça, est-ce qu'on a quelque chose de pas mal? Je fais la touche A. Alors vous entendez, moi j'entends quasiment pas, parce que je voulais pas que ça se répercute sur le micro. Je vous augmente un petit peu de votre côté. Non, ça devrait être bon. Je veux pas non plus vous péter les oreilles. Voilà, comme ça. Il faut que j'entende quand même. Est-ce que j'écoute? Je vais mettre mon son de mon côté. Et là, je suis en train d'appuyer sur une touche et elle ne s'est pas déclenchée tout de suite. C'est-à-dire que là, si je l'ai fait à la suite vite, vous avez dû remarquer que ça marche pas. C'est-à-dire que là, de toute façon, à ce stade, si vous reprenez la correction, vous écrivez le code là, qui a été fait jusqu'à présent, si vous essayez d'enchaîner plein de touches à la suite, il y a un moment donné où il n'y a plus de son qui se produit. Voilà, là, j'appuie, vous entendez mon clavier, mais il n'y a plus de son. Et d'un temps, ça se redéclenche et après, ça s'arrête. Et ça, c'est un autre problème que vous avez forcément rencontré à ce stade, si vous aviez un code comme ça. Parce que justement, nous gérons certains canaux, c'est-à-dire le nombre de sons qu'on peut gérer en parallèle, et ensuite, tout dépend des outils. Et Pygame, je crois, gère 8 canaux en parallèle. Donc on peut jouer jusqu'à 8 sons, c'est-à-dire que là, je peux faire 8 notes, mais tant que le fichier audio, si vous voulez, qui est associé, donc qui est lu, n'est pas arrêté, je ne peux pas en lire plus. Donc je peux lire 8 sons à la fois, mais tant qu'il n'y en a pas au moins un de ceux-là qui s'est terminé, je ne peux pas en lire d'autres. Et c'est un peu embêtant, parce que si je veux enchaîner par exemple quelque chose de rapide au piano, et forcément, au bout d'un moment, quand je vais vouloir faire la 9e note, s'il y en a une des 8 premières qui n'a pas été stoppée, qui ne s'est pas arrêtée, je peux pas, et je me retrouve bloqué par rapport à ça. Donc c'est pas très pratique. Donc là, vous voyez, le premier problème qu'on peut avoir, c'est que si on se comptait de ça en disant c'est bon, on a fini l'exercice, non, bon, déjà on n'a pas respecté cette partie qui est d'arrêter la note quand on arrête cette touche. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on pourrait voir d'ailleurs si ça c'est bon. Je reste appuyé. C'est bon, et de toute façon, si je relâche, voilà. C'est-à-dire que là, j'ai juste appuyé en relâchant tout de suite mon clavier. Ça fait pareil. Donc, il n'y a pas ce principe de faire durer la note tant qu'on reste appuyé et d'arrêter si on relâche. Donc, on n'a pas cette mécanique qui est pourtant demandée au niveau de l'exercice. Ou en tous les cas, nous n'avons pas fini avec ça. Et en plus de ça, on se retrouve bloqué avec le fait que ça marche pas. Et c'est pareil, j'ai pas testé, oui, tant qu'on le fasse là. Est-ce qu'on peut jouer plusieurs notes en même temps? Je vais faire par exemple la touche A et E. Plusieurs fois, j'enchaîne maintenant en simultané, enfin j'alterne entre les deux. Et là j'ai dû dépasser les 8, les canaux, donc j'attends que ça se termine, je refais. Et vous voyez, au bout d'un moment, plus de son. Parce que je dois avoir 8 sons qui passent en même temps. Et là je peux faire à l'infini, ça va reprendre que de temps en temps, et après voilà, ça, vous voyez, ça sature. En fait, ça atteint le nombre de canaux maximum, et je peux pas aller plus loin. Donc, à ce stade, ça va pas, on n'a pas un piano virtuel, en tout cas c'est pas jouable, on peut pas obtenir quelque chose qui soit jouable. Il va falloir passer par des canaux, et c'était aussi une des difficultés de cet exercice, de voir un petit peu comment ça marchait. Mais comme je vous le disais, je vous ai mis un petit navigateur avec ceci. Première chose à faire, il va falloir qu'au niveau de Pygame, on augmente le nombre de canaux possibles, de se dire, bon, 8, si c'est 8 par défaut, c'est peut-être plus ça, mais il me semble que c'était 8, c'est peut-être pas beaucoup. On va peut-être pas aller très très loin par rapport à ça, mais on peut modifier le nombre d'informations, d'accord, qu'on a besoin par rapport à ça, qui doit être normalement la méthode pour le nombre de canaux. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, pour mixeur. Et comme ça, vous pouvez régler le nombre qu'il vous faut de canaux. D'accord? Vous voyez, c'est mis ici.
la valeur par défaut est 8, donc c'était bien 8, il me semblait, parce qu'on l'avait vu en plus vite fait dans le cours. J'en avais parlé, mais on n'est pas entré en détail non plus là-dessus. Donc on peut en faire plus. Donc ça, ce serait bien d'avoir un paramètre. On a une méthode pour le changer, ok, ce serait bien de l'avoir directement au niveau de la configuration. De se dire, hop, on a un réglage qu'on ajoute en plus. Paramètre audio, on va faire. Et ici, on va mettre, alors ça que je vous avais mis comme ça, on va aller, hop. Ouais, un détail. Hein. Et comme ça, je vais en mettre 16, ça va être un peu mieux. Ça va pas résoudre tous les problèmes, mais on a de la marge quand même avant que ça fasse tous les sons. Le truc, c'est comme d'habitude, comme les sons sont très longs, et si je passe un fichier, et il dure un moment, hein. Il y a déjà 4 secondes et le son n'est pas fini. Hein. 6, 7, voilà. Ça dure plus de 9 secondes, donc c'est très long. Ça fait que si j'enchaîne des notes, il faudra attendre 9 secondes pour chaque son avant qu'il s'arrête et qu'il libère un canal pour un autre son, pour en jouer un autre. Donc même si là je peux en jouer maintenant 16 au lieu de 8, ça reste très vite limité parce qu'il y a quand même 9 secondes pour chaque son et j'ai pas moyen de l'interrompre avant. Et c'est pour ça que moi je vais mettre ce système, je vous ai mis ça aussi, et puis ça ressemble surtout plus à un vrai piano pour le coup, c'est de te dire si on relâche la touche, il faut stopper le son. Ça sert à rien de faire durer notre fichier audio là. Pour autant, on veut pas non plus que le son s'arrête, paf, net, comme je vous ai dit dans l'énoncé. On veut que ce soit fait en fondu, que ce soit un peu plus réaliste, sympa. Et comme ça, si on reste appuyé sur certaines notes, ça va les faire durer jusqu'à ce que le fichier audio se termine. Et comme il a été enregistré de sorte d'avoir un son qui dure, avec vraiment le son tout au long, on aura une belle note. Et si on relâche, ça va stopper le son en fondu. Ça fera un joli petit effet. On pourra comme ça enchaîner, puisque ça libérera au fur et à mesure les notes qu'on n'appuie plus. C'est-à-dire si vous avez relâché une touche, c'est qu'il ne faut plus jouer la note. On l'arrête en fondu et hop, on libère en fait un canal pour les autres. Et on va pouvoir gérer tout ça pour la suite. Donc on va changer ce paramètre. On va le faire, c'est dans l'initialisation, donc ça va être là en fait. Hein. Directement. Mixer, set num channels. Et pareil, number of channels, ici. On va retester notre programme, ça va être un peu mieux. Je vais enchaîner très vite les deux notes à la suite. Hein. Et là, je suis à nouveau bloqué. Vous voyez? Et comme ça dure 9 secondes, souvenez-vous, et je vais attendre longtemps. Ah, ça y est, on va pouvoir faire quelques notes. Voilà. Dans tous les cas, il y a un moment donné où ça bloque. On n'a pas résolu le problème, même en augmentant le nombre de canaux. Alors ok, on pourrait augmenter à 300, 3000, mais comprenez bien que c'est pas forcément une solution. On veut pas, faut que non plus que ce soit opérationnel. Faut pas que ça finisse par planter, parce qu'on peut pas non plus en gérer un infini. Hein. Vous avez les ressources de votre ordinateur aussi. Est-ce que votre ordinateur, c'est bien de lui faire jouer 3000 sons en même temps? Pas certain. Donc vous voyez, on peut voir quand même au niveau des petits réglages. Donc on va gérer au niveau des canaux, et surtout faire en sorte de libérer les notes qu'on a pu jouer. C'est ce que je vous ai dit, j'ai relâché une touche, ok, il faut qu'elle s'arrête, pas tout de suite, mais qu'elle s'arrête quand même, pour que ça me libère la place pour d'autres canaux. Donc comment je peux faire ça? Eh bien on va le gérer avec cette partie-là. Mais on va de toute façon changer cette partie-là. Parce qu'on va travailler avec des canaux, et on va avoir besoin de notes qui sont actives. De se dire, telle note elle est active, donc le son doit se faire jusqu'au bout. Et dès que la note, on a relâché la touche en question, on arrête la note, et on libère en fait de la liste des, on va dire, touches qui sont actives, c'est-à-dire qui sont en train d'être jouées. Donc on va avoir besoin d'un autre espace, d'un autre conteneur pour ça, et on va le faire ici, avec un dictionnaire parce que ça va être mieux pour gérer nos touches. Je vais mettre ici, on va mettre Active Channels, tout simplement. Les canaux qui seront actifs. On a forcément un certain nombre de canaux qu'on mettra ici, et dès qu'une touche n'est plus jouée, eh bien elle sera considérée comme inactive, et à ce moment-là, ça libérera la ressource, et du coup, ça veut dire aussi que si on veut réappuyer sur cette touche par la suite, ça pose pas de problème, vous voyez. On pourra enchaîner, on pourra très vite revenir jouer une touche, en fait, puisqu'on aura relâché avant, donc on aura bien pris en compte l'événement où on a arrêté de toucher, d'appuyer sur la touche, et donc enchaîner sur la mélodie. Donc ce que vous avez dit, c'est un peu technique. Vous avez dit encore une fois, on est sur le dernier exercice de Python de la chaîne, en tout cas avec une correction. Donc évidemment, je n'allais pas vous proposer quelque chose qui se fait en 5 minutes, que ferait n'importe quel débutant.
Là, il faut forcément être un petit peu à l'aise comme avec le langage et faire un peu de recherche aussi, parce que on sort un petit peu du cadre pur de la programmation. Il faut comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne, et puis s'être habitué un peu à Pygame, à voir un petit peu regarder dans la documentation, tout ça. Donc on va utiliser ceci, ça va vraiment nous servir. Voilà comment une solution possible, encore une fois, c'est pas la meilleure, c'est pas la seule qui fonctionnerait, mais ça me semble, je pense, être une bonne solution, c'est de gérer comme un système de file d'attente, plus, mais aussi pour se dire, bah voilà, chaque touche doit avoir un état, de se dire, bah là, elle est utilisée, donc elle doit être considérée comme active, et comme le son, parce que c'est un fichier audio, occupe un canal parmi ceux qu'on a, eh bien on doit pouvoir lui réserver ce canal, mais à tout moment, une fois qu'on arrête de jouer la touche du piano virtuel, on doit libérer ce canal une fois que le fondu est passé et que le son s'est arrêté pour l'arrêter plus vite. Sinon, comme je vous ai dit, par rapport au fichier son, ça dure 9 secondes. Et imaginez si on avait des sons qui duraient 16 secondes ou plus, ça veut dire que même si vous avez lâché la touche, le son se ferait jusqu'à la fin du fichier audio. Donc 16 secondes par touche sur un piano, c'est inexploitable. On peut vraiment rien faire avec ça, déjà que 9 c'est pas possible. Donc 16 secondes ce serait n'importe quoi. On va donc adapter un petit peu avec ce qu'on a hein, pour la suite, parce que forcément là on peut faire pas grand chose quoi. Donc moi ça c'était bien, ok, ça non, jouer tout de suite comme ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça. Il nous faut gérer des cadeaux. Donc voilà comment on va faire, parce qu'on va décomposer un petit peu les différentes choses, c'est de voir déjà s'il y a un canal de libre. C'est-à-dire que si c'est pas libre, eh ben on peut pas. Voilà, on peut juste pas jouer, on veut pas avoir des superpositions de sons bizarres, des saturations, voilà, des choses étranges un petit peu au niveau du son. Donc il faut s'assurer d'avoir ce qu'il nous faut. Alors je vais le mettre ici, je pense, directement. Pas le coller tout de suite avec le reste. On va préparer un indice, plutôt, voilà, donc un channel index, et avec le nombre d'éléments qu'on a. Ça tombe bien, pour ça nous avons le nombre de canaux, ce que je dis, on l'a changé. Si on a un 7, normalement on doit avoir la même chose pour un accesseur, et c'est effectivement le cas. Et on va pouvoir récupérer comme ça le nombre de canaux que nous avons. Donc c'est parfait, qui sont actifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer quelque chose. Je rappelle que nous on a fait en sorte au niveau de la configuration d'en avoir 16 de disponibles, mais c'est pas parce qu'on a 16 canaux possible que les 16 sont utilisés. Ok, faut bien prendre ça en compte. Donc on va utiliser cette méthode. Mixer get num channels pour avoir le nombre de canaux actifs. Voilà. Donc pour chaque indice, on va mettre ça à chaque fois parce qu'on va récupérer en fait les différents noms, parce qu'il y a plusieurs indices, et on va récupérer chacun en fonction bien sûr de ce qui est possible d'être utilisé. Comment vérifier qu'un canal est occupé ou pas? On l'a vu tout à l'heure vite fait dans la documentation, on a une petite méthode getBusy. Si le canal est occupé, donc il est utilisé, donc il y a un son qui est en train d'être joué sur ce canal, parmi les 16 qu'on a dans notre configuration, et peut-être plus parce qu'on a mis ça dans une configuration, donc on peut changer cette valeur n'importe quand, et bien on doit le vérifier. Donc nous on veut jouer le son, donc si le son en question n'est pas joué, alors d'ailleurs je suis en train d'aller un petit peu vite, parce qu'il faut qu'on enregistre notre canal aussi, c'est-à-dire que là on a fait ça. On va donc d'abord enregistrer notre canal et le récupérer. Et c'est là que va vous servir channel, évidemment, pour réserver, puisque notre dictionnaire sera un dictionnaire de canaux. Voilà, ce dernier qui va nous servir pour contrôler en fait différents sons qui vont être joués en parallèle. Donc évidemment, si vous voulez jouer qu'un son, genre faire un lecteur de musique qui fait tourner une musique, terminé, on s'en mettrait pas avec tout ça. Mais là, vous voyez qu'on a d'autres outils qui peuvent servir, en l'occurrence ce channel, pour gérer les différents canaux qu'on veut lire. Et après, c'est comme pour ce qu'on a vu avec Sound directement, c'est qu'on peut jouer, le stopper, mettre en pause. On pourra même, vous voyez, faire le fondu, gérer le volume, enfin bref, tout ce qu'on a fait fonctionne. Et on a bien sûr getBusy pour voir si le canal en question est actif ou non. Je fais ce dernier, je prends suivant l'indice, évidemment. Voilà, donc je crée un canal. Quand je récupère en fait le canal par rapport à la liste des canaux qu'on a, qui sont actifs, qui sont disponibles. Et ensuite, je fais ma vérification. Si ce canal en question, alors il m'a mis 2N, n'est pas occupé, donc il est libre, s'il est disponible, alors je joue le son. Effectivement. Et je joue quoi? Sound. Donc là, vous voyez, c'est différent. Par contre, c'est pas on fait sound.play, comme on a créé un canal, c'est sound, c'est le canal.play, et on passe en argument
le son qu'on a récupéré de notre liste. Donc on le fait dans cet ordre-là. Ça voilà. Et après, attention, comme ça a été fait, il ne faut pas qu'on s'arrête ici. Il faut ensuite maintenant qu'on l'ajoute à la liste des canaux actifs. Donc au niveau du traitement, Active Channels, en position, on lui passe la clé pour dire telle touche est en train de jouer, parce qu'en fait finalement, une touche du clavier telle qu'on a ici, ça correspond à un canal pour chaque. Alors c'est pour ça que j'ai 15, ça suffirait, j'ai mis 7 dans le paramètre, mais on peut se baser sur ça. Et bien on va dire voilà, qu'à cet élément-là, et bien en fait, elle est utilisée, donc on lui met le canal directement. Et on peut quitter la boucle directement. On n'a pas besoin de tester autre chose, donc je fais un petit break pour sortir directement de la boucle d'événements pour attendre. Parce que n'oubliez pas, il faut que quand même que ce soit réactif. Si on joue plusieurs notes, il faut que ça puisse s'enchaîner. Il ne faut pas qu'il y ait des latences ou autre, même si après, bien sûr, il y a les limites imposées par le système ou autre. Mais en tout cas, au niveau de Pygame, au niveau de la programmation, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et normalement, pour cette partie, on a fait le plus gros du travail. Je vais tester pour que je n'ai pas fait de bêtises, comme je parle en même temps. Voilà, c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai pas mis comme il faut là? J'ai oublié les 2 points, c'est tout. S'il n'y a que ça, c'est bien. C'est génial. Ok, ça m'a l'air bon. Ah, non. Index out of range. On est bien dans un dictionnaire là. Il est bien là. Ah non, attendez. Oups, c'est un dictionnaire que je veux, pas une liste. Je l'ai dit. En plus, je l'ai, voyez, je l'ai dit. Alors, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, voilà, je fais mon dictionnaire et je marque, j'instancie une liste. Donc déjà, voilà, ça c'est nul, c'est 0. Très bien. Ok. Donc là, le problème ne va pas être corrigé. Voilà, toujours là, parce que je n'ai pas pris en compte le fait de relâcher une touche. Donc c'est pas tout à fait fini. Là, j'ai fait en sorte de pouvoir bien gérer les notes jouant en parallèle, etc. C'est mieux de gérer par des canaux parce qu'il y a plusieurs sons qui se jouent à la fois. C'est pas qu'une seule musique qu'on est en train de faire passer. Donc on va devoir s'occuper de cette partie-là qui va normalement être la solution, en tout cas au problème qu'on a vu jusqu'ici. On y va, qui, si elle fait partie de notre configuration, donc je rappelle ceci, tout pareil, et est-ce que cette clé fait partie des canaux actifs? Est-ce qu'on l'a dans notre Active Channels, tout simplement? Si c'est le cas, on récupère le canal en question. Donc là, event.key, d'où le fait d'avoir un dictionnaire, parce que je trouvais ça plus pratique. Si vous avez réussi à faire ce genre de choses en passant par une autre structure qu'un dictionnaire, il n'y a pas de problème, vous vous débrouillez tant que ça fonctionne. Et ensuite, petit fondu, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête n'importe comment, donc la petite méthode fade out, qui prend une valeur en millisecondes. Mais nous, comme on veut pouvoir paramétrer ça, à nouveau, on va se faire un petit paramètre, genre duration, et on va le mettre ici, paramètre audio. Millisecondes, une demi, je pense qu'on peut mettre 1000, ça fera 1 seconde. Moi, je pense qu'une seconde, c'est pas mal. On verra, mais au moins on peut l'adapter. Si on trouve que c'est trop long, on pourra mettre moins. Si on trouve que c'est pas assez trop court, on pourra augmenter. Donc l'avantage, c'est qu'après, ça se modifie directement en une seule ligne sur la configuration. Et enfin, on supprime. N'oubliez pas, ça veut dire qu'on va libérer la place pour d'autres sons. Donc ça va plus, on va plus avoir ce problème de mince, on est bloqué au nombre de notes qu'on doit jouer. On va pouvoir tout jouer et on libère la place. Voilà. On a arrêté d'appuyer sur cette touche. Alors on pourrait encore un scénario où ça sature. C'est-à-dire que vous appuyez sur 16 notes en même temps. Donc vous avez 16 doigts. Voilà. Donc à vous, vous voyez si vous jouez à plusieurs peut-être. Bon déjà c'est pas possible puisque notre piano il a que 15 touches. Donc déjà impossible d'avoir plus. Mais voilà, sachez qu'il y a, dans une autre vie, ça pourrait arriver. Il faudrait toujours en même temps. Et plus même avec une touche qui n'existe pas. Donc on va faire ça, Active Channel, donc j'utilise directement l'instruction del qui va supprimer l'élément de notre dictionnaire suivant la clé qu'on a. Comme ça libère du dictionnaire et à tout moment, hop, on va repasser dans ce cas où ça ne sera plus occupé et donc le son va pouvoir être joué. On n'aura pas ce moment où on appuie sur les touches et ça fait plus de son et on est embêté. Logiquement, comme on a bien pris le temps, vous voyez, de décomposer le problème
en plein de petits problèmes. On a fait ça étape par étape. On a essayé de modulariser un petit peu tout ça au maximum pour avoir tous les paramètres. Vous voyez, tout est là. On peut tout paramétrer après par la suite. Normalement, on est pas mal. C'est pas parfait, on peut toujours faire mieux, on peut toujours améliorer, ça c'est sûr. Mais c'est pas mal et on va voir si ça répond à ça. Ok, un son est joué jusqu'au bout. C'était déjà le cas. Si la touche est relâchée, le son est stoppé et on peut le faire avec un fondu, on va le tester tout de suite. Plusieurs notes pour être en même temps, ça marchait tout à l'heure, donc là normalement c'était bon, et etc. Donc il n'y avait pas non plus énormément d'indications. C'est parti, test final. Et je vous laisse écouter, voir un peu si ça donne, ce que ça marche. Non, monter un peu le son de mon côté. Parce que je ne veux pas surtout que le son de mes enceintes se répercute dans le micro. Bon, c'est pas très agréable à écouter, mais en tout cas, vous avez confirmation que ça marche. Et vous voyez, on n'a plus de notes qui, on appuie et ça fait plus rien. Ça marche. On est bon, on a la possibilité de gérer tout ça. Alors maintenant, petite fin, est-ce qu'on peut faire quelque chose de pas trop dégueu, qui ressemble à quelque chose? Alors on n'a pas grand-chose. En plus, comme j'entends pas beaucoup le son, je vais remonter un peu le son de mon côté. On sent que le piano est vieux et cette note, elle est pas tout à fait juste. Il a du vécu, mais au moins c'est authentique, ça fait authentique. Bon bah ça va, hein, ça marche. Ok, bon, on peut faire quelque chose. En tout cas, nous sommes arrivés au bout de cet exercice. Encore une fois, on peut modifier l'interface pour y faire vraiment l'allumage des touches sur lesquelles on appuie pour que ça fasse encore plus réaliste. Mettre carrément faire les notes noires, parce qu'on pourra vraiment ajouter plus pour avoir un véritable piano avec toutes les notes, en avoir plus aussi que 15, qui est quand même très, très limité. Donc on peut vraiment, pareil, comme très souvent, de toute façon, les exercices que je vous propose, comme ce sont des exercices et pas des projets complets, on peut largement partir de ça comme base pour améliorer et en faire quelque chose vraiment de beaucoup plus complet, apporter beaucoup plus de choses. Mais au moins, vous avez un très bon exemple. Et je trouvais que voilà, c'était pour moi, je pense, un bon exemple d'exercice à faire pour clore cette playlist. En tout cas, dernier exercice corrigé, puisqu'il y a le projet ouvert en dernière vidéo réellement de cette playlist. Mais là, vous aviez la dernière correction proposée, en tout cas sur un exercice de Python. J'espère que ça aura été bien détaillé. J'ai bien pris le temps, hein. Ça fait une vidéo longue, certes, un plus d'une heure, mais encore une fois, il fallait, c'était le dernier, et j'avais pas envie de passer à côté de certains éléments. Donc je voulais bien qu'on prenne le temps, et surtout s'il y a des gens parmi vous qui ont eu des difficultés, il y en aura eu sûrement pas mal. Donc ça va permettre comme ça de voir encore une fois comment je réfléchis aux différents problèmes, le cheminement qui est fait au niveau du code, comment on construit. Vous avez vu que tout n'est pas fait forcément de la première à la dernière ligne, c'est je fais une première base, et ensuite vous voyez, on vient piocher dans une partie, on rajoute des choses, on en rajoute d'autres. Des fois on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire on fait comme si le code était déjà existant. On dit voilà, on charge tel élément, comme je l'ai fait au tout début ici. Hop, on a directement écrit le code, il n'existait pas encore. Et après coup, on a écrit ce dernier. Donc vous avez plein de manières comme ça de faire les choses, d'aborder les choses. Pour ceux qui souvent sont bloqués, se disent voilà, j'ai un projet, par où commencer, par où je commence, ça vous donne un peu une idée. Il faut avoir un peu en tête l'idée, il faut faire des schémas aussi si vous avez besoin visuellement de vous représenter les choses. Comme je dis, un crayon papier, c'est le plus efficace. Et ensuite, on fait les choses. Petit à petit, on décompose en sous-problèmes, parce que sinon forcément ça semble complètement insurmontable. Et après, ça se passe plutôt bien pour la suite. Sachant qu'encore une fois, ça restait, il y avait un peu de difficulté, il y avait de la recherche, mais ça reste un exercice très abordable et qui vous permet comme ça, surtout à ce stade, de voir où vous en êtes au niveau de Python, et pour ceux qui ont réussi, de voir jusqu'où vous êtes arrivé et de toutes les notions et les compétences que vous avez pu acquérir jusqu'ici. Donc c'est pas rien, il n'y a pas du rien, il y a bien quelque chose, il y a matière à faire, puisque vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, réussi à produire un petit piano virtuel. Donc ce n'est pas rien, c'est bien, et c'est une bonne avancée en tout cas, et beaucoup de bonnes choses, surtout pour la suite, pour tout ce qui se fera derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à en poser, même que ce soit avant de faire l'exercice, ou après avoir essayé de le faire, ou après avoir réussi à le faire, ou après avoir vu la correction ou pas. Donc c'est important de voir un petit peu tout ça, hein. C'est vraiment le genre de vidéo où c'est bien de ne pas rester bloqué, tout simplement, si vous voulez vous faire l'exercice et que vous avez des difficultés, ou alors que vous avez certaines idées, certaines choses.
de voir un petit peu là-dessus. J'espère que ça aura été suffisamment intéressant à faire aussi pour terminer comme ça les exercices de Python. Je voulais trouver quelque chose de sympathique à faire, hein, changer un peu. Et comme là, c'était un seul exercice pour réviser tout le chapitre Pygame, voilà, ça change un peu, vous voyez, de faire un jeu vidéo avec des collisions ou autre. En plus, on a vu ça dans le cours, donc ça aurait été très similaire à ce qu'on a vu dans le cours. On aurait fait un peu que répéter la chose, mais un peu plus grand. Là, pour le coup, manipuler du son, on en a parlé un peu dans le cours, mais on n'a pas fait trop de choses avec. Donc je trouve que ça change un peu, c'est plus original. Et puis on a fait quelque chose de concret, quoi. On a fait quand même un piano virtuel, hein. On s'est pas juste amusé à lire un son et puis terminé. Donc c'était très intéressant là-dessus. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera vraiment pour la dernière vidéo de cette playlist, comme je disais, avec un projet où vous aurez un sujet, un guide de démarrage, et après par contre vous pourrez faire le projet, mais vous n'aurez pas de correction pour celui-ci, comme j'ai pu le faire pour les autres playlists d'exercices. Donc vous aurez comme ça terminé, mais ce sera la vidéo de conclusion de cette playlist. Et là, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne. Ciao tout le monde.